Cette saison avec les entretiens et cette semaine, Thomas, on est avec ni plus ni moins que la voix du basket français. Absolument, David Cosette est avec nous et on est ravis de t'avoir avec nous pour parler de ta longue carrière et puis de l'avenir aussi. Comment tu vas, David ? Très bien, merci pour l'invitation Thomas, merci Erwan, je suis très content d'être là. Eh bien, on avait envie, nous tu sais qu'on aime bien interroger, prendre le temps de découvrir tous les personnages qui sont sur les terrains et autour des terrains. Et autour des terrains, tu l'as été pendant de longues années, de longues saisons. Mais avant de rentrer vraiment sur tes souvenirs, tes mauvais, tes bons moments, j'aimerais qu'on revienne un petit peu sur le tout début. Comment t'es arrivé, toi David Cosette, au basket, à être un journaliste basket ? En deux mots, moi j'ai joué au basket gamin dans la banlieue de Rouen. J'ai joué, pour l'anecdote, dans le même club que Théo Malédon. C'est une toute petite ville dans la banlieue de Rouen qui s'appelle Ménil-Lénard. Donc le club de Ménil-Lénard peut se targuer d'avoir eu dans ses équipes l'un des tout meilleurs meneurs du monde et l'un des plus mauvais meneurs du monde. Voilà. Moi j'ai toujours été passionné de journalisme étant gamin. Je voulais bosser dans le sport, j'adorais le sport. Donc j'ai fait une école de journalisme. Et puis après, le basket, quand je suis arrivé à Eurosport au tout début de ma carrière, j'ai attendu qu'une place se libère et petit à petit, j'ai fait mon chemin comme ça, quoi. J'ai joué gamin, j'étais beaucoup trop mauvais pour espérer être joueur pro, je l'ai compris assez vite et je voulais après vivre du sport. Ça a toujours été une vocation d'être journaliste sportif ? De raconter des histoires de sport ? Ouais, vraiment. J'avais que ça en tête et on me l'a rappelé il y a pas longtemps sur des réseaux sociaux. J'ai retrouvé une amie d'enfance. Elle me dit qu'est-ce que tu fais maintenant ? J'étais à Canal à l'époque et moi j'avais pas conscience de ça. Et je lui ai dit je suis à Canal, je commande du basket. Et elle me dit mais c'est incroyable. Mais je dis mais pourquoi tu dis ça ? Elle dit mais parce que t'arrêtais pas au lycée de nous saouler tous les jours avec ça. Et apparemment c'était quelque chose que j'avais au plus profond de moi. C'était qui tes idoles de jeunesse dans le basket ? Joueur ou alors les deux. Les deux. Idole de jeunesse, je dirais Freddy Hufnagel. Moi, j'étais à l'époque où ça passait les matchs de l'ex-Euroleague, le Coupe d'Europe des clubs champions à l'époque. Il y avait donc Limoges et Orthez qui jouaient en gros en deuxième partie de soirée en différé le jeudi soir sur Antenne 2, ex-France 2. Et donc, ceux qui me fascinaient, c'était Richard Dacoury pour Limoges et Freddy Hufnagel pour Orthez. J'adorais son look, son style de jeu, etc. Voilà. Et après, l'autre idole, parce que je voulais journaliste sportif, c'était Georges Eddy. Et je me souviens, moi, quand j'étais au lycée, quand on s'emmerdait en cours de philo au dernier rang, je m'amusais à faire rire mes potes parce que je m'amusais à imiter Georges Eddy et je disais « Oh, c'est formidable !» Voilà. Tu l'as pas gardé sur TF1, ça, pour l'Eurobasket féminin. Non, chacun son copyright. Et ouais, je m'amusais à imiter Georges et donc forcément, quand quelques années plus tard seulement, je l'ai rencontré la première fois et que j'ai commenté un match de NBA sur, à l'époque, je sais pas quoi, Canal Plus Vert ou un truc comme ça, un mercredi matin en cabine. Mais oui, alors là tu m'as rappelé un souvenir tellement. On est vraiment des vieux pour ça, c'est incroyable. Voilà, c'était Eric Bénard qui ce jour-là était indisponible et ils m'ont appelé un peu à l'arrache et j'ai commenté. Et quand je me suis retrouvé à côté de Georges Eddy la première fois pour commenter un match de NBA en cabine à Canal, c'était ça y est, je pouvais mourir après. Tu l'as déjà réentendu ce premier match ? Non, jamais. Parce que ça c'est quand même des trucs à faire, de réécouter ses premiers commentaires. Ça va pouvoir se retrouver. Pour qu'on ait une chronologie sur ta longue carrière, tu rentres à Eurosport en quelle année ? En 92. 92. Ouais. Au départ, je rentre à Eurosport. Je suis l'un des tout premier journaliste, parce que la langue française, au départ, ça n'existait qu'en anglais, en allemand et en néerlandais. Et la langue française, elle date du 1er janvier 92. Et moi, j'étais arrivé pour faire les Jeux Olympiques d'Albertville, pour commenter tout le tournoi de hockey sur glace, parce que mon premier sport, c'était le hockey sur glace. Venant de Rouen, j'avais déjà bossé sur le hockey sur glace, etc. Et à l'époque, il y avait aussi Christophe Josse, qui, lui, avait été recruté pour commenter le ski aux Jeux Olympiques d'Albertville. Voilà. Des carrières, quoi. Ouais, c'est dingue. Et voilà. Et c'est une école de formation extraordinaire à l'époque, parce que il y avait, on était gamins. Moi, je suis arrivé à Eurosport, j'avais 21 ans. Il y avait donc Christophe Josse, il y avait Denis Brognard, il y avait Cyril Linette, il y avait Alexandre Pasteur, il y avait Frédéric Viard, on était tous très jeunes, Jean-Charles Sabatier, enfin je pourrais même pas tous les citer, et on était tous copains et on a été formés ensemble. C'était une sorte de gigantesque centre de formation à l'époque où je pense il y avait que 100 personnes qui avaient Eurosport au tout début, quoi. Voilà, donc c'était fantastique, une très belle époque.
ce qui va être intéressant aussi dans cette interview, c'est de voir l'évolution du basket dans les médias. Quand tu commences ta carrière donc en 92, c'est comment le basket médiatiquement? Je m'en souviens pas trop. Franchement, je m'en souviens pas trop. Tout le monde pense aux Jeux Olympiques de Barcelone, que j'ai commenté en cabine, dans les sous-sols de Cognac Jet, parce qu'à l'époque, ça appartenait à TF1, c'était à Cognac Jet. Et après, il y a eu le titre de champion d'Europe de Limoges. Qui était sur Eurosport, la finale. France 3 et Eurosport, je crois. Oui. Que je n'ai pas commenté, c'est Bruno Poulain qui l'a commenté avec Georges Eddy pour Eurosport France. Mais ça remonte tellement que j'ai du mal à me souvenir de ce que le basket représentait. Il y avait aussi beaucoup de presse-papier sur le basket américain. C'était les mondial basket, les 5 majeurs, tout ça. MVP basket. Etc. Voilà, ouais. Donc il y avait un gros buzz sur la NBA. C'était vraiment les débuts de la NBA avec la Dream Team, etc. Et le championnat qui essayait, enfin le basket européen, championnat de France, tout ça, qui essayait de suivre derrière. Tout à l'heure, tu as quand même dit un truc intéressant, c'est que les matchs étaient diffusés à la télé en différé. Ce qui est une hérésie en 2025. Ouais, bien sûr. Oui. À l'époque, quand on préparait des matchs pour commenter, il n'y avait pas Internet. Enfin, des trucs, là, c'est facile. Hein. Top, tu as toutes les infos, tu as tous les records de tous les mecs. Au début des années 90, quand tu commentais des trucs, va commenter un match à l'époque, c'était Pesaro en Euroleague, par exemple. Mais comment tu trouvais, ne serait-ce que la compo d'équipe? Moi, une fois, j'ai commenté un match de hockey sur glace pour Eurosport. C'était la coupe Spengler, c'était autour de Noël, machin. Il y avait, à l'époque, c'était République tchèque, je crois. Russie-République tchèque, parce qu'ils avaient déjà fait la partition. Et je suis en cabine. Et j'ai heureusement récupéré les noms et les numéros. Sauf que le match, il commence, il y avait des rouges et des blancs, je savais pas quelle était la Russie, quelle était la République tchèque. Bien joué. Allez, 1-0. Le temps que tu reconnaisses un mec, ah putain, lui là, oh putain, ça y est, c'est eux. La bascule de ta carrière, et tu arrêtes si je me trompe, hein, mais moi en fait j'ai très peu préparé l'interview parce qu'on t'a suivi dans ta carrière, on a commencé à regarder Canal, c'est l'arrivée à Canal. Quand tu vas, avant il y a quoi? Il y a Pathé Sport, Eurosport, puis Pathé Sport, de 99 à 2002, et après Pathé Sport est racheté par Canal et devient Sport Plus, la chaîne 100% sport de Canal. Pathé Sport, il y avait du basket, hein, je me souviens, il y avait c'est pour ça que je suis parti à Pathé Sport. C'est que le championnat de France était sur Eurosport et passé sur Pathé Sport en 99, et à Pathé Sport, ils m'ont appelé pour que je vienne rédacteur en chef et commenter le basket. Et il y avait effectivement à l'époque déjà le basket NCAA. Ouais. Tu commentais avec qui sur Pathé Sport? C'est bien aussi pour marquer. J'ai commenté avec... j'ai commenté avec Jacques Monclar, puisque Pathé Sport, c'est là où il y a le championnat d'Europe 2001, en Turquie, avec cette ambiance complètement dingo du début à la fin, où la Turquie va jusqu'en finale contre la Serbie-Monténégro, et nous on est sur place avec Jacques, et c'est des ambiances complètement incroyables, et c'est le début du duo qui a un peu marqué les gens, en tout cas les gens qui aimaient le basket, hein, pas grand public, mais au moins les gens qui aimaient le basket, où on a pris, nous, tellement de plaisir à commenter ce championnat d'Europe avec Jacques. On était déjà copains un petit peu avant, on avait déjà commenté ponctuellement, mais de vivre cette compétition en entier, en plus il y avait l'équipe de France qui était là et tout ça, je crois que c'est ce qui a un peu marqué les gens. Nous on a pris tellement de plaisir à le commenter que les gens ils ont pris du plaisir à l'écouter, quoi. Et ça a été les débuts du duo qu'on a fait avec Jacques. Justement, tu parles de Jacques Monclar, tu as commenté avec ce qui pour nous sont les 3 meilleurs consultants du basket, Jacques, Georges, Yourm et Steph largement, parce que déjà c'est notre pote, et qu'on pense sincèrement qu'aujourd'hui c'est le meilleur. Il n'y a pas de doute que c'est les 3, oui bien sûr. Voilà, bien sûr. donc parlons un petit peu de ces 3 duos qui ont marqué un petit peu. Donc Jacques et Georges c'était un petit peu en même temps, et puis après il y a eu Steph qui incarne une nouvelle génération. Parlons un petit peu de ces 3 duos et de leurs spécificités. Je ne sais pas par où commencer. Les trois sont très différents. Peut-être que Steve se rapproche un peu plus de Jacques sur le fond, la façon de commenter, et encore sur les enflammades, sauf qu'il n'y a pas l'accent, mais il y a un côté Georges Eddy quand même, parce qu'il va quand même réagir peut-être plus que Jacques sur des actions spectaculaires, alors que Jacques reste vraiment sur l'analyse du jeu, et après ses punchlines, ses blagues, etc. Mais dès qu'il y a une action de fou, Georges, on se souvient, on l'entend, oulalalala, et Steve, il va aussi vivre sur ces actions-là.
Moi, je me suis toujours senti extraordinairement privilégié, d'avoir accompagné ces trois monstres, ces deux monstres, Georges et Jacques, parce qu'ils sont plus anciens, mais Stephen, on sait que le chemin qui est ouvert devant lui, c'est le next one. Mais j'aimerais que tu me parles de... Excuse-moi, Erwan, tu es journaliste. Tu as joué au basket en étant jeune. Tu commentes avec des gens qui ont été en équipe de France, qui ont une connaissance énorme du jeu, de la culture du basket. Comment toi, tu préparais tes matchs pour réussir à avoir un bon duo avec quel que soit ton consultant? Réussir à avoir un bon duo, c'est... Il faut bien avoir en tête que quand tu es journaliste, ton premier boulot... Alors, c'est effectivement de faire vivre le match, mais quand même ton premier vrai boulot, c'est de mettre en valeur ton consultant. Et si... Je pense que c'est comme ça que j'ai réussi à faire des duos un peu sympas et qui ont duré dans le temps. C'est que j'ai peut-être eu cette petite intelligence de pas dire je suis arrivé à la télé, je vais faire le barbeau et tout ça, c'est moi. Non, c'est pas toi la star. Parce que tu mets n'importe quel autre mec que David Cosette avec des monstres comme Georges Eddy ou Jacques Monclar ou maintenant Stephen, ça change rien. Donc toi, ton boulot, c'est de réussir à exister avec eux. Et finalement, moi, si j'ai fait une petite carrière, c'est plus sur la durée que les gens disent putain, il est toujours là, ouais, machin. Mais en fait, quand tu vas mettre en valeur ton consultant, tu vas forcément avoir un retour de lumière. Parce que les gens disent putain, ils sont bons ensemble, etc. Mais le premier truc, c'est pas de te dire moi je vais faire le show, c'est de dire comment est-ce que je peux les faire exister. Et après, c'est des ajustements. Par exemple, le premier avec qui il fallait faire attention, c'était Georges. Georges, son truc, ça a toujours été badaboum, etc. Sauf que moi, pas parce que je souhaitais exister à tout prix, mais juste parce que, en fait, on commente à la télé comme on est dans la vie. C'est la sincérité, ça se sent, et c'est aussi pour ça que les gens ils font la différence entre un commentateur qui est juste là pour montrer sa gueule ou quelqu'un qui est passionné. Non, voilà, et le but, c'est de trouver cet équilibre. Et donc moi, parce que dans la vie, je suis quelqu'un de passionné, donc forcément, quand je vais voir une action, je vais pas... On sent, ça sonne faux, quand t'as un mec qui en fait des caisses sur un truc, tu sens, tout le monde le sait. Et moi, je pense que si j'ai touché les gens, c'est parce qu'ils sentaient que quand je m'enflammais, c'est parce que ça venait du cœur et pas parce que j'étais dans un numéro, machin. Et donc, avec Georges, il fallait s'adapter, parce que s'il y a lui qui fait « oulala, badaboum !» et que moi, en attendant, à côté, je fais « ah, machin !» c'est insupportable pour les gens. Et donc voilà, tu avais cette règle non écrite que celui qui est en train de parler et qui a la main, s'il y a une action de fou, il enchaîne et voilà, il s'enflamme. Si c'est Georges, c'est Georges, si c'est moi, c'est moi. Et comme ça, on a pu trouver un équilibre. Si on avait voulu tous les deux exister sur des moments forts, ça aurait été insupportable à écouter, on n'aurait pas été complices et ça aurait été un duo de merde. C'est bien que tu ailles sur justement les rôles de chacun, parce que peut-être que ceux qui nous écoutent, quels que soient les âges, ne savent pas que quand on commente à deux, il y a des rôles à respecter, Erwan. Ah ben oui, toujours. Il y a ce qu'on appelle un numéro 1. Ouais. Le journaliste, donc. Il y a un numéro 2. Avant qu'on aille sur l'évolution du métier de commentateur, parce qu'il a changé depuis 1992, on va rester sur le basket, on a parlé de 3 duos iconiques. T'as essayé pas mal de mecs aussi, je me souviens. Et avec terre entière. Je me souviens que tu as essayé beaucoup de gens et ça n'a pas toujours été. Et c'était toute la génération un peu de Sydney. De Sydney, bien sûr. Et c'était des grands joueurs, on les aime, on les connaît. C'était dramatique. J'ai fait, pas tous dramatiques, mais il y avait plus ou moins. Moi, je me souviens de cette époque-là où t'as des mecs, t'as des comptes à régler ou quoi? Non, pas du tout. Parce que passer derrière Jacques et Georges, de toute façon, complicado. Je crois que j'ai dû, sans exagérer, tester plus de la moitié de l'équipe de France de Sydney. Je me souviens de Steph Rizac. Ouais. On en a parlé ici quand il est venu avec son fils. Il m'a dit c'est pas pour moi. Je me souviens de Lolo Forest. Oui, bien sûr. Je me souviens de Thierry Gadou. Oui, bien sûr. Cyril Julien l'a pas essayé. Cyril Julien, oui. Je me souviens de tout ça où il y a eu un énorme turnover. Et celui que j'ai sollicité 100 fois et à chaque fois il m'a dit non et ça me à chaque Rigaudot. fois. Bah oui.
Et ça me saoulait. Il a pas envie, C'est pas son Voilà, truc. il avait pas envie. voilà. Et on est à chaque fois on se voit, on est bien copains. J'adore discuter avec lui, avec Antoine, mais je pense qu'il a un peu évolué avec le temps. Peut-être que là, si c'était là, peut-être qu'il Il dirait. est venu l'année dernière dans les studios pour Voilà, avec la et- LNB. Il voulait Voilà. pas parler, maintenant on sent que. Bah oui, parce En fait, que je pense qu'il y a une transmission naturelle. Antoine a tellement connu de choses extraordinaires. Exactement. On a envie de savoir. Et d'ailleurs, on lui redit, on en a discuté souvent. Antoine Rigaudot est le bienvenu ici. L'invitation tient toujours. Et moi, j'aurais rêvé de créer un duo avec Antoine quand j'ai fait tellement de matchs sur plusieurs supports qu'il nous manquait toujours du monde. T'as pas cité Lolo Sierra. Là, t'as jamais commenté avec Lolo? Alors, c'est ça qui est fou. Je n'ai jamais commenté avec Laurent Sierra, alors que c'est l'un des mecs dont je suis le plus proche depuis toujours. On s'est connus, on avait 20 ans tous les deux, en gros. Et il commente, et il a commenté sur plein de supports. Et jamais, à chaque fois, ça s'est mal goupillé, j'ai commenté avec Laurent. Et j'aurais bien aimé commenter avec Même Laurent. même avec Effectivement. TV Monaco, vous êtes raté du coup. Oui, mais partout, ça a été un mauvais timing et tout ça. On dirait un mauvais téléfilm, une histoire romantique, tu sais. C'est pas fini apparemment. Ok, pas fini. Et au-delà de tous les mecs que j'ai aussi fait avec beaucoup de mecs de presse écrite, tu vois, à l'époque, il y avait des Didier Lecor, Patrick Chailloux, c'est des noms qui parlent plus forcément, mais des mecs qui pouvaient faire le taf comme ça. Et celui avec qui j'ai peut-être pas mal fait sur la durée, qui n'est pas une superstar du basket, mais qui est un mec qui a été joueur de haut niveau. Vous allez voir de qui je parle quand même, d'un mec de haut niveau qui a été coach, et que je trouvais que c'était propre, nickel, comme il fallait. C'est Laurent Pluvy. J'ai fait pas mal de matchs avec Laurent Pluvy, la Pluve, et on s'est régalé à faire des matchs d'Euroleague parce que le duo fonctionnait bien. Alors il n'était pas référencé parce que Laurent est pas Backup de superstar. Delanera, de la Lasvel, quand même. Mais quand même, Donc, fallait. vrai joueur quoi, et qui est maintenant coach. Et voilà. Et moi j'ai eu aussi beaucoup de plaisir à faire sur la durée avec Laurent. David, c'est quoi un bon consultant? Le bon consultant, c'est celui qui fait comprendre les matchs au public, surtout au basket, où il y a tellement de trucs. Et c'est pour ça qu'il faut faire gaffe avec les termes alambiqués, enfin les termes ricains, quoi, hein, machin, où les gens ils vont rien comprendre. C'est le mec qui va... le téléspectateur va se dire... Ah ouais, j'ai compris, et que le téléspectateur va penser, après avoir écouté le consultant, que maintenant il comprend le basket. Et que maintenant il est intelligent et que tout ça, etc. Donc c'est d'arriver à vulgariser tout en gardant avec toi les vrais spécialistes. Et puis après, parce que c'est de la télé, il y a quand même le côté punchline. Et dans la punchline, Jacques Monclar a toujours été exceptionnel. Il a inventé des termes. Oui, bien sûr. Ni plus ni moins. Bien sûr. Et Georges a inventé des termes. Bien sûr aussi. Donc voilà, la punchline, c'est... Et après, c'est ce qui fait la différence, qu'au bout d'un moment, surtout maintenant, peut-être pas dans les années 90, mais maintenant, des jeunes mecs, ou même des moins jeunes mecs, peu importe, qui commentent et qui sont bons, parce qu'il y a tellement de masse d'informations à disposition, et que tout le monde a compris un peu comment ça fonctionnait. C'est entre guillemets pas dur. Moi, j'ai jamais sauvé des vies, hein, donc c'est pas... Voilà, tant que t'aimes le sport, machin, tu te poses, tu commentes. Enfin, moi, ça me semble tellement naturel. Mais la différence ultime entre un bon journaliste et un bon consultant, qui vont commenter ensemble, mais qui vont pas être spécialement potes, et ben bon, c'est propre, voilà. Un journaliste et un consultant qui sont complices, qui sont amis, et ben tu vas prendre une dimension supplémentaire, parce que les mecs vont tellement être contents d'être côte à côte, que toi qui regardes le match, c'est comme si t'étais entre les deux mecs. C'est comme si toi, tu vois, sur ton canapé, t'as l'impression, t'as Monclar, t'as Cosette, moi je suis bien, je suis entre les deux. Juste parce que tu vas emmener les gens avec toi sur ta complicité. Moi, le but à l'époque, c'était, si j'avais réussi à faire rire Jacques, j'avais gagné, parce que je savais que les gens allaient rire avec nous. Et Jacques, probablement, s'il arrivait à sortir un petit truc, machin, pareil, tu vois, c'est une sorte de challenge. Alors ça, c'est super. Et après, tu as une ligne de crête qu'il faut jamais dépasser. Et malheureusement, j'entends parfois, souvent, les gens qui sont passés de l'autre côté de la ligne de crête.
C'est que, ok, bon, c'est sympa, on est entre copains, machin, etc. Sauf qu'il y a des fois que tu dépasses et que tu es dans la private joke et c'est juste le truc le pire à faire. C'est-à-dire que tu sors des. En fait, au final, tu fais rire que toi. Le mec qui regarde, il dit bah, les gars, je vous dérange ou quoi Et quand tu as des mecs, par contre, qui rigolent du début à la fin, ils pensent que c'est cool, mais c'est trop. Donc il y a une ligne de crête à trouver sur la complicité et sortir, voilà, mais et mettre, en fait, faut enlever tout le déchet, parce que parfois il y a beaucoup de déchets, et parfois il y a des mecs qui se disent à tout prix on va être cool et tout, c'est sympa, et à la fin c'est too much. Donc le commentaire parfait, il est vraiment sur une ligne de crête entre trouver une complicité mais sans exclure le téléspectateur et ok pour faire une vanne ou deux, mais à chaque fois expliquer aux gens pourquoi on rigole, parce qu'à la fin si tu racontes que des trucs pour faire rigoler l'autre et que tu fais comme ça, les gens ils en ont plein le cul, quoi. Ça ne doit pas venir d'une tierce personne. En général on pense au rédac chef qui doit à un moment donné driver ses commentateurs. Comme l'athlète de haut niveau, il est dans le tunnel, quand tu commentes beaucoup de matchs, parfois tu vois même plus ce que tu fais. Et moi ayant été rédacteur en chef à Canal notamment, ou à 2-3 endroits, j'ai été surpris d'entendre des journalistes et des consultants sur plein de chaînes différentes commenter du basket, et je regarde et je dis ouais, c'est pas... je dis mais les gars sont en roue libre, et je me dis mais il y a pas un red chef derrière ou et des gens, c'est une discussion qu'on a tout le temps, non mais c'est incroyable, et des mecs que j'apprécie, même des copains que j'irai pas leur dire parce que c'est pas mon rôle, ils vont dire attends arrête, t'as le boulard, que tu vas me donner des conseils, très délicat d'avoir des retours avec des gens, c'est très délicat dans un métier d'antenne et d'image en plus. Je regarde j'ai regardé des matchs de... Alors après le problème c'est que rien que de dire ça là déjà c'est parce que ça va être le vieux con machin donneur de leçons, donc voilà tu vois, mais de fait c'est quand même, il y a quand même des codes à respecter, et ça t'empêche pas d'être toi-même. J'y reviens, la sincérité. Si tu es sincère, naturel, et que tu n'essayes pas d'en faire des caisses, et que tu n'essayes pas de machin, et que tu n'es pas là pour les mauvaises raisons de juste de vouloir être là ou de vouloir imiter, exactement, et ben ce sera bien. Mais il y a des fois, il y a des mecs, sur des trucs, j'ai entendu des machins, ou des mecs qui parlaient que d'eux, du début à la fin du match, des trucs comme ça. Tu dis, mais c'est pas... Mais les gars, mais respectez, parce que... Il y a aussi parfois le côté, je suis sur un petit support, où on considère tous que le basket n'est pas un sport majeur, et donc on peut se permettre des choses qu'on ne se permettrait pas si on commentait du foot sur TF1. Et moi, je reviens toujours à ceux qui... Est-ce que Grégoire Margoton, qui pour moi est une référence... Alors, on n'a pas le même style. Grégoire est moins fun que moi, voilà, qui veut plus partir dans l'émotion, alors que Grégoire, c'est un chirurgien du commentaire, quoi, tu vois. Mais tu as envie de dire, pourquoi est-ce que sur un commentaire de basket, tu vas moins bien traiter le truc juste en disant bah c'est pas grave, il y a pas beaucoup de monde qui écoute, il y a pas c'est pas un grand sport. Non, t'as pas le droit de faire ça. Même si t'es sur une toute petite chaîne avec sur un petit match lambda et c'est entre guillemets que du basket, tu dois respecter les gens qui regardent le match. Tu dois commenter pour 100 personnes comme pour 10 millions de personnes, en gros. Oui. C'est ce que tu es en train de dire. Exactement. J'allais te demander... J'ai un sujet, d'ailleurs, sujet, Erwan. Moi, par exemple, comme je t'ai entendu, le fait de se tutoyer à l'antenne... Ça te pose un problème. Ça me pose un problème. Ah, mais ça, c'est l'ancien monde du journalisme, tu penses pas ? Mais après, mais très bien, si on me dit Cosette, putain, le mec, le vieux connard, le vieux réac, il est pas moderne et machin. Sauf que, au bout d'un moment, je dis, est-ce que tu imagines Grégoire Margoton et Bichente Lizarazu, sur un match de l'équipe de France de foot, se tutoyer et faire ça me pose pas, moi, honnêtement, non mais attends, après c'est peut-être un truc générationnel, oui, je pense. Et il y a un débat qui est... Entre se tutoyer et se mettre une olive à l'antenne, il y a quand même un monde. Tu sais que je t'ai appelé pour te demander des conseils, je sais bien. Tout ça et tout, donc moi je suis toujours ouvert, et c'est quand je commente à l'équipe, quand on commente des matchs sur First Team, c'est vrai que c'est... Moi le tutoiement, je trouve qu'on est en 2025, je trouve que justement par rapport... Tout ce que tu décris de l'alchimie qu'il y a entre commentateurs, d'être potes, tout ça et tout, moi des mecs qui se vous voient à l'antenne alors que je les regarde et je sais qu'après le match ils vont se faire putain on a fait un bon match gros, tiens tu veux une binge, je me dis en fait ils me prennent pour un con. Je trouve que le tutoiement... Il y a un super débat. Mais alors que pour moi le tutoyer ça veut pas dire qu'on est en roue libre, cette expression qu'on utilise non mais attention, Erwan, attention, je n'ai jamais dit... Je parle pas de la même chose. Mais moi je crois que le tutoiement au contraire c'est aussi quelque part emmener les gens avec toi en disant ok ils se tutoient, ils se connaissent, il y a une complicité.
Et par contre, derrière, encore une fois, on en revient à qu'est-ce que tu vas livrer, qu'est-ce que tu vas mettre dans le. C'est marrant que tu en parles parce qu'il y a 3 jours, on en parlait avec Nico Batum, justement. Tu vois, est-ce que. Qui tutoie Grégoire. Ouais. Et Grégoire le vous voit, mais Nico, il a dit, moi, je le vous vois pas. On tutoie parce que je pense que. Et tu vois, donc après, c'est 2 écoles. Il y a un truc de génération aussi, peut-être. Oui, peut-être. Je peux comprendre qu'il y a une forme d'hypocrisie quand, effectivement, mais je fais partie de ceux qui pensent que ça exclut, et j'ai l'impression que sur une grande chaîne où t'es pareil, tu vois, pourquoi est-ce que ils se mettent en chemise veste quand c'est TF1 et que tu dis bah là on peut être machin, mais après tu vas toucher soit une conception différente du truc, soit quasiment un fossé générationnel. Et peut-être que moi je serais déjà mort enterré et que tout le monde sera un peu entre guillemets plus ou moins débraillé à l'antenne et se tutoiera et ce sera cool et machin, et moi je serai un vieux con, je serai hop terminé machin, et voilà, mais je trouve que au moins le débat est vache. Et attention, je parle pas de voilà exactement, là quand je dis ça, tu vois, c'est sur la conception du commentaire parfait, mais je ne dis pas du tout que ceux qui se tutoient sont en roue libre, c'est pas le sujet. En fait, l'exemple du tutoiement à l'antenne, nous, il est venu naturellement. Pourquoi ? Parce que j'ai commencé à commenter avec lui. On a commencé à commenter tous les deux. Ouais. Les gens nous connaissaient de First Team. Et c'est vrai que l'équipe nous a donné la chance de commenter à l'époque les matchs du championnat de France le dimanche soir à 19h. Mais à un moment donné, je ne vais pas tutoyer Thomas. Non. Moi, si je me retrouve à tutoyer Thomas, les gens vont dire enfin, les gars, vous n'êtes plus vous. Tout l'argument que tu viens de nous dire, complicité, en fait, amener les gens avec toi, si je vous vois Thomas, ils vont dire en fait, vous n'êtes plus vous. Et ce qui est marrant, c'est qu'on a vécu un truc là, cette dernière année. Alors, c'est pas du basket, c'est du foot, mais quand la Ligue 1 était sur DAZN. Ils ont imposé le tutoiement et le casual. Aucune chemise, aucun costume. On tutoie même les entraîneurs. Alors qu'une interview d'après-match où on vous voit l'entraîneur, c'est la conception qu'on a un petit peu tous. Mais ils ont dit, on veut absolument aller là-dedans. Là, on se retrouve sur Ligue 1+, où ils ont fait machine arrière. On se retrouve sur TF1, tout le monde est en costume 3 pièces, ultra sapé, on se vous voit. Je crois quand même que l'essentiel de la télévision, c'est que qu'est-ce qu'ils sont en train de raconter ? Est-ce que c'est intéressant ? Est-ce que c'est prenant ? Est-ce que c'est bien produit ? Voilà. Tutoiement, vouvoiement, à un moment donné, est-ce que c'est intéressant ce que je suis en train de regarder ? Le plus important, c'est le fond, on est d'accord. Sauf que le problème, c'est que à la télévision, la forme est archi importante. Bien sûr, t'as raison, bien sûr. Donc, mais attends, il y a arrivé avec un costard 3 pièces et vieux pieds nus, quoi, à un moment donné. Arrivé avec un hoodie ghetto. Oui. En fait, aujourd'hui, encore une fois, aujourd'hui, la mode, elle est quand même, tu peux quand même aujourd'hui ne pas être en costard et arriver bien sapé. La Bichente dans Téléfoot, il est jamais en costume, par exemple. Il est toujours avec une petite veste en cuir. Non, mais passionnant d'avoir ton avis justement là-dessus. Et quand je dis que c'est un débat, c'est que je n'ai pas la vérité. C'est juste tu apportes ton point de vue. Et encore dans les commentaires, en tout cas, dites-nous dans les commentaires, pour ceux qui écoutent, qui sont pas du tout dans le métier, si vous avez une préférence ou si ça vous dérange que alors peut-être pas Erwan et moi, mais en tout cas qu'un consultant et un journaliste se tutoient sur les grandes chaînes, c'est très intéressant. Je comprends l'hypocrisie parce que alors. Moi-même, je suis plus de l'école, on va se voyer. Mais après, je sais aussi que, et tu vas dire, où est la cohérence ? En tant que téléspectateur, tu vas pas comprendre, parce que je vais aller au bord du terrain et je vais prendre un mec, et le mec, pour le décontracter, le joueur, je vais le tutoyer. Et là, tu vas dire, mais dans ce cas-là, pourquoi tu vous vois Stephen ou Monclar et tu vas tutoyer Tony Parker, par exemple ? Et tu vas dire, non, c'est pas normal, dans ce cas-là, tu le vois. Sauf que là, c'est avec un autre objectif en tête, c'est que les mecs sont parfois un peu tendus ou machin, et tu veux donner ce sentiment tu veux enlever la distance qu'il y a avec le mec, et tu te dis que si tu le tutoies, tu vas mettre une atmosphère juste la même qu'il y a aux commentaires. Et tu peux dire, mais David, t'es pas cohérent, parce que tu vas... Mais tu te vois, vous voyez un mec de 20 ans, tu vas vous voyez après le match. Moi, dans ma conception, c'est impossible. Tu vois les premiers matchs de Zachary Rizaché, qu'en plus que j'ai vu dribbler dans son jardin quand il avait 14 ans, je pouvais pas dire alors Zachary, qu'est-ce que vous avez pensé de votre match ? Tu vois, c'est clair, évidemment. C'est horrible. Et je vais dire mon grand et tout machin, en espérant qu'il se libère un peu et tout ça, bien sûr. Freddy Fautus, quand on fait la Leaders Cup qu'il est avec Bourg, je vais lui faire l'interview d'après-match. Alors Freddy, thune. Et les gars, tu sais, il y a un truc que nous disent les joueurs souvent, et ils nous disent que quand ils viennent ici, et quand on les interviewe en dehors des studios, ils aiment bien le côté un peu, vous nous parlez un petit peu comme on a envie qu'on nous parle. Ça, nous, on est persuadés de ça. Mais encore une fois, après, on est malgré tout pas tout à fait de mes générations. Je voudrais qu'on insiste donc sur l'évolution du commentaire, sur le fait que, toi, t'as connu quand même les grandes années du basket de manière éditoriale parce qu'il y avait de l'argent chez Canal et que quasiment tout, sauf la NBA,
Mais toi, tu as connu des semaines où tu faisais un match d'Euroleague à Athènes et tu rentrais et tu allais au Palais des Sports de Pau faire Pau-Limoges sur place. Aujourd'hui, c'est quasiment plus le cas. Parle-nous de ces grandes et belles années. À quoi ressemblait ton quotidien, en tout cas tes semaines? Ouais. Alors, présenter maintenant, ça peut sembler assez incroyable. Pour nous, ça nous semble fou. Hein. Mais oui, on allait commenter, alors pas systématiquement, mais les matchs des clubs français à l'étranger en Euroleague, on allait sur place. Et je me souviens qu'à l'époque, tu sais, c'était des poules en Euroleague. Il y avait, je crois que c'était 16 équipes, il y avait 4 poules non, je sais plus. Oui, 4 si, poules de 4, peut-être, ça, ouais. non, je sais plus. Non, 2 poules, enfin, je sais plus. Bref, il y avait des poules. Tirage au sort, début juillet. Et j'étais à l'époque avec Jacques Monclar. Et moi, début juillet, je me mettais devant mon ordi, j'attendais, on était là, et on regardait le tirage au sort. On fait alors, sur qui vont tomber le club français? Donc je sais pas, parce qu'il y en a eu beaucoup de machins, je sais pas, Le Mans, Nancy, ils ont joué en Euroleague, Villeurbanne, Pau. Et là, tu es là, tu regardes et tu fais, alors là, le premier adversaire, CSKA Moscou. Oh yes, oh c'est bien ça, CSKA Moscou, c'est bien. Tu regardes le deuxième machin en Allemagne, ah c'est pas terrible ça, c'est pas terrible. Tel Aviv, oh Tel Aviv, c'est bien Tel Aviv. Après, tu vois, et on faisait, on dit, oh putain, ça va faire des déplacements super. Attends, quelles sont les meilleures villes d'Europe où se déplacer? Alors dis-nous comme ça, là, que tu aies fait. Ça dépend ce que tu recherches. Ça dépend ce que tu recherches. Tu recherches le soleil quand tu vas au cœur de l'hiver à Tel Aviv. T'avais l'air bien content sur Moscou. Moscou, il n'y a pas trop le soleil, donc qu'est-ce que tu recherches à Moscou? Le soleil, Tel Aviv, voir une ville espagnole, tu vois, tu vas à Malaga à l'époque, machin, même, tu vois, Valence. Il fait doux, bien sûr. À l'époque, c'était plus Malaga, moi. Et sinon, si tu veux, la night, les ambiances interlopes, tu vois, le folklore, voilà, des soirées un peu rocambolesques. Istanbul. C'est plus l'Est. J'adore Istanbul. Ouais. J'adore Istanbul. Et donc l'Europe de l'Est, les Balkans, le machin, ça, là, oui. T'avais l'ambiance et t'avais t'avais le reste. Voilà, exactement. Le reste. Donc, ouais, parce qu'en fait, t'as vraiment fait partie de ce... Moi, je me souviens quand je regardais j'étais encore joueur ou très jeune même en centre de formation, et je regardais beaucoup le basket et je me disais, mais je voulais être basketteur pro, mais le plan B, c'était, mais moi je veux le taf de ce mec-là. Cette vie-là de voyager, d'aller dans les salles, alors nous on a eu la chance de commenter dans des salles, mais là les 10-15 ans que tu as dû vivre à faire ça. C'est pour ça que Jacques, quand il était Monclar, quand il était fatigué d'avoir coaché à Dijon, Paris, tout ça, qui dit tiens, je basculerai, il m'appelle, il me dit qu'est-ce que t'en penses et tout. Je dis mais de toute façon, déjà, je savais que t'étais fait pour ça, donc viens, j'en parle à Bruno Poulain qui était le patron. Bruno Poulain, tout de suite, il dit génial, super, voilà, il arrive. Mais tout de suite, Jacques, il s'est dit mais en fait, c'est ça que je veux faire jusqu'à la fin de mes jours, ce qu'il fait, puisque il vit de la même façon le basket de manière passionnée, mais il a plus l'ulcère au ventre de dire est-ce que je vais gagner, est-ce que je vais perdre, tel joueur il me fatigue, machin, etc. Et je continue de kiffer. Et j'avais souvenir quand Vincent Collet était encore au Mans, match d'Euroleague, et on était avec Jacques Monclar, on était au bord de la piscine à l'hôtel, et il y avait Vincent à l'heure de la sieste dans sa chambre qui nous faisait coucou, et après il nous disait putain, franchement vous êtes vraiment des salopards. Et nous on était là au bord de la piscine comme ça, alors que lui était en train de réviser ses systèmes avec le stress de savoir comment le match va se passer. C'est clairement le meilleur métier, à part athlète, il y a le joueur, toujours le joueur en numéro 1, bien sûr. La star, c'est le joueur. Quand j'ai repris après mon hôtel, j'avais l'habitude de dire je suis passé du métier le plus facile de la Terre au métier le plus difficile. Quand t'es passionné, t'as jamais l'impression de travailler. T'as des conditions extraordinaires. Donc voilà, on se déplaçait tout le temps. Avec Jacques, quand on se déplaçait en Euroleague, on choisissait un hôtel souvent où il y avait un sauna. Tu vois, si on pouvait pas aller avec l'équipe, tu vois, pour se faire le petit sauna quand on arrive, machin. T'es payé pour aller voir des matchs au premier rang. Et ça n'empêche pas que tu dois avoir une conscience professionnelle, que tu dois bosser comme un chien pour avoir toutes les infos possibles, etc., etc. Mais c'est extraordinaire. Moi, je me suis senti chanceux toute ma vie de faire ce truc-là, de se déplacer pour aller commenter des matchs, machin, boire un coup après avec des mecs qu'on kiffe un peu, et après, hop, tu rentres chez toi, machin, et en attendant de voir le prochain match. Est-ce que parfois tu as été blasé parce que t'es aussi beaucoup sur la route avec ce métier-là, mine de rien. Est-ce que tu as eu des moments là dans tes souvenirs où ça a été plus difficile? Jamais. Et moi sur place, si jamais je te dis ouais j'en ai plein le cul, je dois la choler. C'est
t'as pas le droit, mais en plus ça m'est jamais venu, même les derniers temps, ça faisait 35 ans, si j'allais en province, dans une ville qui n'est pas forcément la plus sexy, mais je savais que j'allais voir un match de basket, et ça compte beaucoup, avec un consultant avec qui j'ai une complicité. Donc ça t'aide à rendre le machin, mais jamais, t'as pas le droit d'être blasé. Je suis plutôt d'accord avec toi, c'est la seule réponse que j'attendais. Nous, on adore dire, Thomas dit souvent ça, que les joueurs sur le terrain, c'est le meilleur kiff du monde et tout. Et la deuxième meilleure place, c'est quand t'as ton petit post-com bord terrain. Mais ça, c'est frisson direct, dans une belle ambiance. Ça, c'est le meilleur job du monde. Après être joueur dans le microcosme basket, vraiment. Dans le sport. Je suis entièrement d'accord. Parlons un peu raconte-nous un peu un match, une ambiance où qui t'a... Ou au moment où tu t'es sorti, t'as fait wow, là je viens de vivre un truc exceptionnel, par le scénario, par l'ambiance, par je sais quoi. Il y en a eu un paquet. Moi, j'ai vécu des matchs d'Euroleague à l'époque où c'était encore plus chaud que maintenant au Panathinaikos, avec 4 flics, tu sais, harnachés de la tête aux pieds, qui mettaient leur bouclier anti-émeute au-dessus de notre tête pour pas qu'on prenne des trucs sur la gueule. Et on a commenté le match comme ça avec il y avait des trucs de. Tu pouvais te concentrer quand même. Des trucs de barjo. Ouais, quand même. Ouais, mais c'était des trucs de fou. La dernière ambiance de taré que j'ai vécu, c'est il y a pas si longtemps. Je sais plus si c'était sur je crois que c'était Monaco Info ou c'était Just Quick, je sais plus lequel des deux. Quand on a fait le play-off contre le Maccabi Tel Aviv de Monaco en Euroleague, et qu'il y a un partout après les 2 premiers matchs, et qu'en gros, à Tel Aviv, ils t'attendent pour prendre les 2 suivantes, te cirer, et hop, aller au Final Four, alors que tu avais l'avantage du terrain. Et le match 3 que Monaco va gagner en patron à Tel Aviv, mais l'ambiance avant, c'était même extrêmement limite. Des mecs, quand ils sortaient du tunnel, ils pouvaient toucher les joueurs et tout ça. Ils sont allés très 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 loin, mais c'était dingue. C'était cette ambiance était... T'étais à la limite, pareil, sur la ligne de crête, pour que ça devienne vraiment, que ça dérape vraiment, quoi. Et d'ailleurs, il y a eu, je crois, quelques plaintes et tout ça. C'est monté jusqu'à l'ambassadeur et au match 4, c'était un peu plus calme. Mais l'ambiance était, et là, t'es au milieu de ça, et tu vois tous les mecs chanter, tout ça, etc. Une atmosphère oppressante, c'était... Et là, tu vis ce moment-là, mais tu te dis, ah putain, mais c'est le plus beau jour de ma vie, quoi. Tu rentres chez toi, t'es quand même content. Tu rentres à l'hôtel, t'es content. Ah, mais bien sûr, d'avoir vécu d'un moment exceptionnel. Et en plus, Monaco, ce soir-là, avait fait un match exceptionnel. S'était imposé, avait calmé tout le monde, enfin, tout le scénario et tout ça. C'est des moments de béatitude après, quand c'est terminé. C'est exceptionnel. T'as quand même un highlight, t'as un truc, t'as un gimmick qui est resté dans la tête des gens. C'est donne-moi ton short, Thomas. Donc c'est pas le mien, celui de Thomas Hurtel. Et ça, c'est quelque chose qui ressort vaut mieux tout que le temps. Thomas Hurtel que celui de Thomas Dufan. Bon, c'est la chose qu'on peut mettre 2 David Cosette dans mon short, tranquille. Mais c'est ton moment, c'est un truc qui est resté gravé dans les mémoires. Ouais, c'est un truc qui m'a complètement dépassé. Et ce qui est fou, c'est que c'est quasiment sur la durée que ça a pris de l'ampleur. C'est comme si le film Les Bronzés, il n'y avait pas tant de monde que ça qui l'avait vu au cinéma, mais que 20 ans après, tout le monde sort les trucs. Ben là, c'est un peu pareil, parce que bon, sur le coup, tu sors ça, machin, voilà. Il n'y a pas des gens à la sortie du match qui m'ont dit, puis les réseaux sociaux, c'était pas encore ça. Et ça a pris de l'ampleur petit à petit. C'est 2014, ce truc-là, 2014, contre l'Espagne. Et voilà, après, on m'en a parlé plein de fois. Et, quand j'ai tenu un hôtel-restaurant au bord de l'eau pendant 4 ans, il y avait des gens qui venaient me voir, qui me sortaient la phrase. Il y avait des gens qui me demandaient où était le short de Thomas Hurtel, machin, que j'avais... Tu l'as eu ? Tu l'as récupéré ? Oui, sûr. En fait, la Fédé, ils ont été sympas, ils m'ont organisé ça. Ils m'ont offert maillot et short de Thomas. Ils me l'avaient donné à la mi-temps d'un match à Pau-Orthez quelques mois plus tard, donc c'était adorable, que j'ai mis sous verre et que j'avais mis dans mon hôtel au fond du bar. Et donc ceux qui voulaient, machin, il y avait des jeunes Suisses, tu vois, c'est même pas des Français, tu vois, des Suisses qui sont fans de basket, qui étaient venus dormir une nuit à l'hôtel parce qu'ils voulaient me rencontrer, et ils m'ont dit est-ce qu'on peut machin, et donc ils sont allés derrière le bar pour faire une photo avec le maillot et le short. Enfin, ça fait des souvenirs. Bon, pour le coup, sur le moment, nous on s'en souvient, et on a beaucoup dit cet été-là, donne-moi ton short, donne-moi ton short. C'était un peu le tube de l'été des basketteurs. Pour le coup, là tu dis, il y avait Camaro qui disait donne-moi ton corps, et puis toi c'était donne-moi ton cœur. Donne-moi ton cœur. Camaro, c'est cœur aussi. Oui, les deux, c'est vrai. Du coup, ce truc-là, en fait, moi j'ai. Alors,
c'est ces moments où tu es un peu en lévitation, où tu vis les choses de manière tellement intense que tu es à la limite de basculer dans quelque chose que tu ne maîtrises plus, parce que même quand tu t'enflammes, tu sais quand même toujours où mettre le curseur. Et là, tu sens que le moment, il est tellement important que tu as envie de l'accompagner de la bonne façon, sauf qu'au bout d'un moment, à force de mettre des superlatifs, tout finit par perdre de sa valeur. Et donc, alors je sais pas, j'essaye d'analyser après coup ce que j'ai... Mais dans ton esprit, tu te mets à la place du supporter amoureux de ce que le mec a fait pour la France, pour nous, pour machin, tout ça. Et donc, tu as envie de montrer ton amour. Et donc, alors plutôt que de dire donne-moi ton maillot, ce qui fait un peu trop supporter, tu changes et en plus tu essayes de trouver un truc un peu rigolo, donc tu vas dire donne-moi ton short, référence un peu au mec qui a le short bien rempli, bien tout sûr. Ça, tu vois, voilà. Et donc, et ça sort complètement naturellement. D'ailleurs, c'est marrant parce que quand on se repasse la séquence, on entend juste derrière, Georges qui dit « Reste calme ». Tu te souviens ? Oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, Georges qui ne m'a jamais tutoyé en 20 ans de commentaires ensemble, là, lui non plus, il était plus en tête. Il disait « Mais arrête, parce que ça... » C'est trop limite. Voilà, tu veux lui porter la poisse alors que moi, je cherchais pas à en rajouter. J'étais parti, quoi. Tu vivais ton moment. Voilà. Mais c'est bien, du coup, on va ouvrir l'équipe de France, que tu as longtemps commenté parce que tu es sur Canal. Tu as vécu des grands moments avec l'équipe de France, le titre de champion d'Europe, cette Coupe du Monde-là. Tu as aussi vécu des désillusions. Je me souviens de Georges qui pète un câble après un Euro en Espagne, après 2007. un France-Croatie. Ouais. Putain, fais chier. Tu l'entends jeter le casque et tout. C'est quoi ton... D'ailleurs, ça lui a coûté cher parce qu'il s'est embrouillé après avec Ronny, et donc Tony était venu Tony était venu le flinguer en direct dans une émission. La séquence existe sur YouTube, regardez, c'est incroyable. Voilà, il s'est brouillé avec Ronny sur l'après-match. Oui, voilà, avec quelques joueurs de l'équipe de France et Tony était venu un peu régler ses comptes, et moi je me sentais un peu malheureux pour Georges, quoi. Il l'a dit, Georges, dans son documentaire, que ça lui avait beaucoup peiné. Il avait arrêté l'équipe de France et c'est Jacques qui avait pris. Oui, suite à ça que voilà pour. Tu t'es déjà toi accroché avec des joueurs? Suite à un commentaire, hein. Suite à un commentaire, jamais. Le joueur avec lequel ça a été le plus compliqué, je pense, ça devait être peut-être à l'Euro 99 avec Tarek Abdelouad. Voilà, qui avait un relationnel un peu dur. Un peu dur. C'était en France, c'est l'Euro 99, c'était en France. C'était en France. Et c'est quoi l'histoire avec Tarek à l'époque? C'est que c'était compliqué, l'équipe de France était dans une... C'était pas simple de toute manière. C'est 2001 où c'est très très compliqué. Je sais, mais 99 ça passe pas visiblement super bien. Non, 2001, c'est pas... Moi, je n'ai pas à souvenir. Mais bon, non, mais voilà, 99... Au bar d'hôtel, il me dit j'adore tes commentaires passionnés, machin, etc. Mais je dis c'est super gentil. Moi, j'étais encore assez jeune, tu vois, on se connaissait pas et tout. Je dis c'est gentil. Voilà. Puis après, tout d'un coup, il me parle plus du tout. Sans explication. Voilà. Je dis ok. C'est pas grave. Mais voilà, c'est pas. Nous, on a eu cette chance l'année dernière avec Thomas de commenter l'équipe de France. On parle beaucoup de commentaires. Raconte-nous ce que c'est de commenter l'équipe de France. C'est forcément toujours un truc spécial de commenter son pays. Ouais. Moi, c'est quelque chose qui me prend aux tripes. Au-delà du fait que tu vas toucher un peu plus de gens, c'est vraiment c'est comme si t'étais en mission avec eux, quoi. Et c'est là où tu peux vraiment donner le meilleur de toi-même, parce que quand tu fais un match de play-off, tu fais attention à ménager les deux équipes. Là, tu peux mettre tout ton cœur, parce que tout le monde est avec toi, donc on vit tous la même chose. Et ouais, ça me touche énormément. Tu parlais d'un moment très difficile. Heureusement, après, il y en a eu tellement de magiques, mais en 2007, pour moi, le moment le plus difficile, c'est 2005. Quand on est quand on se fait greffier par la Grèce en demi-finale. T'es sur place là? Je suis sur place. Je suis sur place. De mémoire avec Georges. Et oui, je crois que c'est ça. Et on avait en invité guest Vincent Mazingue, qui s'était blessé juste à la fin de la préparation, qui devait être le pivot, peut-être même le pivot titulaire, et qui est avec eux, qui reste avec eux, qui commente. Et Vincent, quand on est à +7, Vincent il dit ça y est, c'est bon, c'est gagné. L'autre, mais normal, comme n'importe qui. Et donc voilà, arrive
arrive la fin de match Kata, et c'est la seule fois dans ma vie où en plus on passait sur Canal. Alors c'était un match qui se jouait à 17h, donc c'était un dimanche, fin d'après-midi, et donc il y avait du monde qui regardait tout ça, et donc on vit le truc, et limite je me souviens, parce que j'ai réécouté après, on entend au ton de ma voix que c'est limite je pleure à l'antenne quand Diamantidis il met son shoot, et après le match s'arrête, et là t'as un truc, j'étais en larmes, ma femme m'a appelé, j'étais quasiment en larmes l'équipe de France, j'avais perdu quelqu'un l'équipe de France, ça met des sensations hautes, et voilà, tout en haut, tout en bas. Terrible. Nous on l'a vécu l'Euro 2002 à Berlin, alors on commentait pas, mais on était sur place. 2022, la finale, c'est la finale, on se fait détruire, mais le match contre la Turquie, on est dramatique, on arrive à gagner quand même. L'Italie, en termes d'émotion, t'es dans un truc, en fait, c'est plus toi, quoi. C'est x100. Nous on a eu des accrochages avec des gens de la Fédé par rapport à parce que quand on fait des émissions sur l'équipe de France, en fait, ce qu'on dit, et je comprends qu'ils peuvent pas le comprendre, c'est que l'équipe de France, en fait, elle appartient à tout le monde. Oui. Et que quand on parle de l'équipe de France, on parle aussi de notre équipe comme si c'était la nôtre. Alors eux, ils jouent, c'est les coachent leur système, ils ont leur truc et tout. Donc, mais en fait, il y a un truc avec l'équipe de France que les gens doivent comprendre. Et Gershon, il nous l'avait dit que oui, bien sûr, l'équipe de France, elle appartient à tout le monde. En fait, quand tu parles, quand tu commentes, quand tu parles de l'équipe ou tu débriefes l'équipe de France, c'est ton équipe, c'est viscéral, oui, quoi, c'est viscéral. Alors je comprends, je me souviens, parce que j'avais vu deux, trois séquences où vous parliez de Vincent ou quoi que ce soit, etc. Pas content, Vincent, ouais. Mais c'est l'exercice qui veut ça. Au-delà de l'époque qui est le buzz, je sais que vous ne cherchez pas le buzz à tout prix, parce qu'il y a du fond dans ce que vous dites. Moi, à chaque fois que je vous regarde, je trouve ça vachement sympa. Et en plus, t'es aussi pas mal sur les punchlines et tout ça, Erwan. Donc... Mais on sent que c'est pas un buzz malsain que vous cherchez, et qu'il y a du fond sur ce que vous faites. Mais c'est l'exercice qui veut ça. À partir du moment où tu es obligé d'analyser quelque chose, il y a forcément, quand ça va pas, c'est le taf, vous cherchez à l'analyser, donc vous avez vos théories, vos hypothèses, etc. Nous, quand on commente un match, déjà, faut pas oublier que c'est une chaîne qui a des droits. Donc le rôle du journaliste... Tu peux pas te détruire en commentant. Non, voilà. Très dur. Le rôle du journaliste, c'est quand même de garder les téléspectateurs avec toi. Donc ton rôle, j'avais dit de mettre ton consultant en valeur, mais de mettre ton produit en valeur. Et donc, c'est pas gênant d'en faire des tonnes quand ça se passe bien, mais tu vas avoir une forme de pudeur, et surtout, tu vas mettre les formes pour dire les choses quand il y a quelqu'un qui passe à travers ou quoi que ce soit, parce que t'es pas là pour être blessant. Donc, il faut là aussi faire vachement attention à ce que tu dis. Mais si tu ne dis pas les choses... Tu prends les gens pour des cons, disons-le. Voilà, exactement. Bah oui. Et t'es quand même journaliste, et ton... Moi, à la base, j'ai une formation de journaliste, et si je dis pas les choses, je me sentirais pas bien de dire c'est trop facile, quand ça va, tu machin, et quand ça... Donc tu dis les choses, mais effectivement, tu vas mettre les formes, tu vas mettre un peu de pudeur sur le truc, et sur un commentaire de direct, t'as moins la place pour des analyses technico-tactiques où là vraiment tu vas rentrer dedans. Donc de toute façon, c'est pas le but de l'exercice. Et le but, c'est quand même de garder les gens jusqu'à la fin. Il y a un truc qui est dur. Nous, on nous reproche, certains, pas tout le monde, mais nous reproche. Nous, on connaît beaucoup de joueurs, on est proche d'eux, parce que Thomas, par sa génération, il a connu des mecs en son formation, moi pareil, et puis après même on en croise aujourd'hui. Mais en fait, critiquer des mecs qui sont dans une période compliquée, quand je dis critiquer, on reste sur le basket. Par exemple, le début d'Euro de Gershon, il est compliqué. Gershon, on l'aime beaucoup, il nous aime beaucoup, il est venu là, on échange un peu... Bon, qu'est-ce qu'on fait? En fait, les gens disent « Ouais, c'est vos potes, vous ne dites rien ». En fait, c'est pas simple. Oui. C'est encore même plus compliqué. Je me souviens qu'il avait dit une phrase sur le sélectionneur de l'équipe de France en disant, quand il avait été critiqué après un Euro, et chez RMC, il avait dit, voilà, là, je suis dans la période de mon métier que j'aime pas, c'est que je dois critiquer quelqu'un que je connais bien, que j'aime bien, nanana. Et en fait, c'est pas si simple que ça. En fait, c'est même très très compliqué. Dans l'absolu, il faudrait que vous ne développiez aucune relation affective avec aucun des joueurs. Mais quand tu regardes des journalistes politiques qui parfois à l'antenne sont très incisifs, ils vont quand même tous déjeuner ensemble. Donc c'est la même chose partout. C'est pas aux joueurs aussi de comprendre. Mais certains, la plupart, 95% des joueurs sont au courant qu'on est là, nous, pour tenir l'antenne, pour dire des choses, pour intéresser les gens qui regardent, les joueurs le savent, mais c'est vrai qu'une fois de temps en temps, tu vas tomber sur le gars qui va mal le prendre, la petite phrase. En fait, c'est que juste, vous n'avez pas le droit de vous tromper dans vos analyses. Parce que si c'est quelque chose qui est juste, eh ben, ça doit passer, sauf si le mec en question, c'est un abruti. Et si le mec, c'est pas un abruti, il y en a assez, très peu. Il y en a surtout de moins en moins, quand même, j'ai l'impression. Et donc, si le mec, même si pour la forme, il va dire, ah putain, machin, etc.,
Je pense qu'au fond de lui-même, il le sait. Il le sait. Et tant que, pareil, c'est fait sans une volonté malsaine de faire du buzz et que c'est juste de dire des choses, que c'est argumenté, je pense que ça doit être entendable et que votre amitié doit pas souffrir de ça parce que chacun est dans son rôle. Ouais. David, on le voit là, tu as vécu les grandes années. Moi, je te le dis, nous, aujourd'hui, on est journalistes aussi. On a à peu près le même métier. Toi, tu as vécu les belles grandes années. Tu as vécu plein de trucs. Qu'est-ce que tu n'as pas fait dans ta carrière que tu aimerais peut-être encore faire ou que tu n'as pas pu faire? En tant que journaliste, en tant que journaliste, ouais. Est-ce qu'il y a un truc que tu n'as pas commenté, un truc que tu n'as pas vécu, que tu aimerais encore faire? Le seul truc le truc ultime, parce que j'ai fait la finale des Jeux de Pékin, États-Unis-Espagne extraordinaire, la France championne d'Europe, donc en Euroleague, même si j'ai pas fait l'immense championnat d'Europe, j'ai fait des Final Four. Qu'est-ce que j'étais là quand je regardais les Final Four, qu'est-ce que je t'enviais. Oh là 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 là, ça. Bien sûr. Et alors c'est pas le truc sur lequel je suis le plus à fond, mais c'est un truc qui me manque. Je pense que je ne vivrai jamais. Si je pouvais remonter en arrière, c'est finale NBA sur place avec un joueur français. Donc t'en viens, moi, si j'avais pu commenter Tony Parker, champion NBA, au-dessus, il n'y a que l'équipe de France, quoi. C'est super que tu ouvres franchement, le chapitre NBA, parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse vachement. Nous, tu sais qu'on vient de la NBA à fond, même si on adore... Comment ça, on vient? J'ai jamais joué, moi. Notre passion vient du basket américain et donc de la NBA, même si on adore le basket européen et le basket international. J'aimerais bien avoir ton avis sur la NBA, parce que moi, dans mon souvenir, je t'ai pratiquement jamais entendu parler de NBA, sauf sur ton chapitre à l'équipe. Tu as commenté, moi je me souviens des dimanches soirs, il y avait des double headers sur Sport Plus, je t'ai entendu quelques fois. Oui, mais parce que la voix n'est pas associée à la NBA. Même avant, autant t'es la voix c'est pour ça que t'es la voix du basket français. Ouais. C'est vrai. Tu vois, donc parce que et européen par extension. Mais oui, bien sûr. Et même avant de te connaître, moi je connaissais des gens qui te connaissaient, qui ont toujours dit David, la NBA. Moins. Ouais, je pense qu'il doit y avoir des quiproquos. Déjà, j'en ai commenté pas mal. Mais à l'époque de Sport Plus, où on avait les droits, où on avait Canal NBA, tu vois, j'étais même Red Chef de l'émission Canal NBA. Et je commentais parfois le dimanche à 19h, qui était souvent une belle affiche, tout simplement parce que le commentateur numéro 1 de la NBA, c'était Xavier Vaution à Canal. Voilà. Et c'est vrai que j'avais plus d'appétence pour le basket européen parce que j'avais été nourri de ça pendant tant d'années, et les salles où ça sent la bière et la sueur, où ça hurle dans tous les sens, machin, où il y a une passion dingue. C'est moi qui suis quelqu'un de passionné, c'est plus ma came que des matchs de saison régulière de NBA. Mais là où après ça devient un peu simpliste, mon rapport à l'NBA, pour les gens qui disent de toute façon l'NBA machin, moi je fais partie de ceux qui se sont levés systématiquement à 3h du matin pour voir les finales de Chicago au début des années 90. Et que j'avais des yeux grands comme ça, parce que j'avais 19 ans, 20 ans, 21 ans, et j'étais comme un dingue. Et c'est plus que le basket européen où je regardais un peu, comme on l'a évoqué, Orthez ou Limoges, machin, mais ça me faisait pas rêver de fou, quoi. Mais j'étais comme tout le monde devant les finales NBA, c'était le spectacle ultime. Et après, c'est des chemins de vie qui font que quand tu commentes toute ta vie l'Euroleague et voilà, où chaque match compte, etc., voilà, t'es moins sur la NBA. Et après, sur ces derniers temps, c'est vrai que sur l'NBA, il y a des choses qui me gênent quand des équipes ne jouent pas des matchs, que tu vois alors sur les réseaux sociaux. Alors c'est ce qui a fait la grandeur de l'NBA, hein, avec les machins, tu vois tous les highlights des trucs, mais parfois tu vois aussi des mecs faire 8 pas et l'arbitre qui bronche pas, et tu fais ça on fait tous la même analyse, des équipes qui jouent 65 fois 3 points par match et tout, nous qui le vivons au quotidien, ça nous saoule aussi, hein. Mais tu me dis là tu peux cette saison commenter la NBA avec peut-être aller commenter sur place les finales, mais j'y vais en courant, j'y vais en rampant, même si c'est moins ma culture, parce que ça reste du basket, et je pesterai
peut-être parfois devant un match de saison régulière parce que les mecs ils ont rien à cirer, tout ça, etc., qu'ils ont mis les stars ils ont benché et tout ça. Mais comme ça m'arrive de pester sur un match d'Euroleague ou de championnat de France où c'est tellement mauvais que j'en peux plus parce que il y a quand même pas on en a commenté aussi. Voilà, il y a parce que on les connaît ces matchs, ils sont durs. Parce qu'il y a quand même fondamentalement moins de talent qu'en NBA. Donc, le jour où ça veut pas rigoler, c'est quand même parfois d'une tristesse absolue, avec un petit score, voilà, donc ce serait trop simpliste que, tu vois, je pense être suffisamment lucide pour connaître les forces et les faiblesses du basket des deux côtés de l'Atlantique. T'as parlé d'une émission qui m'a fait tilt parce que c'est peut-être un moment charnière aussi de la NBA en France, c'est Canal NBA. Je savais pas que t'étais rédac chef de cette émission, c'est donc il y avait Jacques Monclar et Georges Eddy dans cette émission. Ouais. C'est la première fois dans mon esprit, je suis plus jeune que vous, qu'on se pose pendant une demi-heure, 1 heure pour parler de l'actualité NBA. C'est fantastique. Mais tous les lundis. J'étais comme un fou. Moi aussi. C'est la première fois en France, parce qu'il y a eu Eddie Halftime, bien sûr, il y a eu Xav faisait des trucs super sur place, mais c'est la première fois qu'on se posait. En plus, on avait les deux GOAT en Georges et Jacques. Explique-nous à quel point ça c'était important aussi. La fin de Sport Plus dans l'univers du sport à la télé, c'est dramatique. C'est à mon avis une erreur industrielle majeure. Canal a fait d'autres choix en ayant l'exclusivité sur la distribution d'Eurosport. Ils ont arrêté Sport Plus, alors que Sport Plus à l'époque ferait encore beaucoup de bien parce qu'il y avait vraiment tous les sports que tu pouvais voir en direct, etc., avec une certaine qualité. Et sur le basket, entre le basket européen et le volley, handball, basket, c'était Sport Plus. Le hockey sur glace, il y avait vraiment tout, quoi. Et sur la NBA, oui, c'est vrai que quand tu avais cette émission-là, tu avais aussi une émission de basket français. Enfin, tu avais d'ailleurs tous les baskets quand tu étais sur Sport Plus. Et là, c'est aussi terrible parce que derrière, tu as plein de chapelles qui sont à droite, à gauche. Et au final, toi, tu dois casquer pour avoir telle plateforme qui va s'arrêter au bout de 2 ans pour reprendre autre chose, etc. C'est l'enfer. À l'époque, c'était exceptionnel. Et c'est vrai que cette émission, elle était dingue, ne serait-ce que juste d'avoir Georges et Jacques qui parlent de basket, c'est... Dans un super décor, c'était beau, il y avait les images. Oui, parce que l'extra n'existait pas, évidemment, Bein n'existait pas à l'époque, donc c'est vraiment la première fois. Comme pour tous les trucs que faisait Canal, et fait toujours Canal d'ailleurs, une belle prod. Tout à fait. Voilà, tiens, je vais poser une question que je me suis toujours posée, et il n'y a rien de personnel contre notre ami, mais comment Vincent Arduro s'est retrouvé à présenter cette émission-là ? Parce que quand tu es dans des grands groupes comme ça, tu sais que les droits vont et viennent et que tu as une rédaction et après tu vas choisir la personne qui est la plus à même de présenter une émission parce qu'il faut être solide, il faut savoir le faire. Vincent, il avait les codes. C'est un très bon présentateur. Très bon. Voilà. Et après, tu t'adaptes et comme... Et il présente toujours un NBA Canal Afrique. Voilà, et même si Vincent venait du foot, moi, ça ne m'a jamais choqué. J'ai plus en tête, mais je pense qu'à l'époque, il ne devait pas avoir grand-chose. Et donc, voilà, c'est pour récompenser un bon journaliste de lui dire tu vas prendre cette émission. Et comme le mec, c'est un grand pro, il bosse. Et après, c'est pas lui qui va expliquer comment on défend sur le LeBron James. Oui. Hein. Il a Jacques et Georges de chaque côté. Lui, son truc, c'est qu'il passe les plats. Et après, c'est régalez-vous les deux consultants. Mais donc, tu vois, il y avait toi, il y avait Xav qui après a présenté NBA Extra. D'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Toi, la présenter, c'est un truc qui te plaît ou c'est quelque chose... Tu l'as fait un peu RMC, mais finalement, t'as eu peu d'émissions où t'as présenté. Ouais, le problème dans ma carrière, ce qui a toujours été compliqué, c'est que j'ai été toujours à mi-chemin entre de l'antenne et du management. Voilà, parce qu'on m'a filé des responsabilités assez tôt. Au début, d'ailleurs, j'étais pas très très bon dans cet exercice du management, mais donc j'ai essayé de grandir avec et tout ça. Mais en même temps, j'avais l'antenne, donc déjà c'est compliqué quand t'es un peu jugé parti, tu vois. C'est l'idéal, c'est quand tu fais du management, tu fais que du management ou que de l'antenne. Là, les deux à la fois, ça marche pas vraiment, quoi. Voilà. Et donc, j'allais pas faire le management, commenter, en plus faire de la présentation. Au bout d'un moment, c'est des choix qui sont à faire. Et sûrement que il y a un moment aussi, on décide un peu pour toi, la hiérarchie, et que je devais pas être le meilleur des présentateurs, ou peut-être qu'ils se disaient, le mec, il est vraiment bon dans ce qu'il fait, commenter du basket, on a plein de basket, on va pas lui filer une émission alors qu'il commande des matchs, quoi. Donc c'est aussi parce que peut-être que
pas sur la fin, mais peut-être qu'à la moitié de ma carrière, si tout d'un coup il n'y avait plus de basket, peut-être qu'il y aurait eu un patron qui aurait dit bah tiens, comme tu n'as plus de basket, bah, comme ce qui est arrivé à Vincent, peut-être qu'il m'aurait dit bah tiens, tu vas présenter telle émission, ça te branche de faire une émission de débat de sport vu que tu n'as plus le droit. Et moi j'aurais dit ouais, et peut-être que j'aurais kiffé, peut-être que j'aurais été à peu près bon et que ma carrière aurait été complètement différente. Donc après, c'est aussi le. Okay. Voilà. Cet été, on t'a vu commenter de nouveau l'équipe de France. C'était les filles pendant l'Euro, qu'on finit 4e. Tu as fait un match aussi pendant l'Euro des garçons. Et on a vu ce post LinkedIn que tu as mis un petit peu, un peu tristoun, autant dire les mots. Parlons un petit peu de où tu en es aujourd'hui et c'est quoi la suite aujourd'hui de carrière pour David Coudert, parce que tu n'es pas à la retraite. Le post LinkedIn que j'ai fait, c'était quasiment le truc de la dernière chance pour moi. Il faut être lucide. Ça faisait quand même des mois et des mois que chaque matin, je me levais. Alors, la chance, hein, j'ai une belle maison, une piscine dans le sud, voilà. Mais en fait, tu te rends compte que t'en fous de ça. C'est pas... Le tout, c'est de savoir pourquoi tu te lèves le matin. Et donc, quand tu te lèves le matin, chaque mois, en disant qu'est-ce que je vais faire là aujourd'hui ? J'ai aucune perspective, rien. Bon, ben, je vais aller courir, ça te lave bien la tête, tu vas mettre ta race en allant courir. Donc là, en running, là, je suis pas mal. Et après, bah, tu vas lire l'équipe, machin. Et quand ça m'arriverait à 70 balais, je pourrais dire, bah, c'est normal, les gros, t'as fait ton temps, donc voilà, profite de tes petits-enfants. J'en ai pas encore, donc bah, voilà, va voyager, machin. Mais quand ça t'arrive à 50 et quelques années, je préfère dire ça, bon, à 55 balais, bah, alors dans notre société, malheureusement, t'es considéré un peu vieux. Mais toi, enfin moi je me sens toujours aussi passionné, je me sens jeune, machin, etc. Et puis surtout, tu vois tes potes avec qui tu as vécu, qui sont beaucoup plus âgés que toi, ou un peu plus âgés que toi, Jacques et Georges, qui bossent toujours, quoi. Et là, tu te dis, bon, bah, toi, tu es au bord de la voie de chemin de fer, mais le train, il s'est barré. Bon, bah... et en fait, le truc, bah, voilà, mais c'est pas grave. Enfin, c'est pas grave, tu vois, je suis en bonne santé, voilà, ma famille aussi. Voilà, c'est juste un peu triste, mais... Et en fait, c'est juste les aléas de la vie. C'est que j'avais acheté mon hôtel-restaurant avec ma femme, parce qu'après être resté 15 ans à Canal et ma femme 20 ans à TF1, on s'était dit, bon, on va prendre un truc pour vivre pour nous. Parce que... ça devenait plus incertain, tu vois, j'avais fait l'équipe, RMC, je dépendais des droits à chaque fois, et comme les droits, ils n'arrêtaient pas de changer, je me dis, il y a un jour où il y a un mec qui va dire, non mais toi, ça va, ça fait 20 ans que je t'entends, je vais prendre quelqu'un d'autre. Donc je me dis, je vais me retrouver avec rien du tout, ce qui au final est arrivé. Donc je dis, au moins on aura un truc pour nous, l'hôtel. Voilà, on prend l'hôtel, machin, au début c'est dur, c'est un nouveau métier, c'est fou, mais après ça marche bien, ça marche même très bien, donc on est content. Et il y a Squeak qui achète les droits du championnat de France pour 7 ans. Et je ne pouvais plus faire les matchs d'Euroleague en semaine, les matchs de championnat le week-end et tenir un hôtel. Au bout d'un moment, tu es quand même chef d'entreprise, tu as 25 salariés, sinon c'est la fête du slip à l'hôtel, tu rentres, c'est le bordel, ça ne marche pas, quoi. Donc j'en parle avec ma femme et je dis, bah, regarde, 7 ans les championnats de France sur Squeak, je dis, oh, bon, bah, ça va m'emmener à 60 et quelques années, l'hôtel c'est quand même très chronophage et tout, là ça va être royal, je vais juste aller commenter mes matchs et je reviens, on profite et tout. Elle dit, ouais, t'as raison, comme on avait bien travaillé à l'hôtel, on a eu une belle offre, donc je dis, bon, bah, voilà, on a vendu et c'est parti pour Squeak, quoi, voilà, pour 7 ans. Puis 6 mois après, plus rien. Donc là, tu fais... donc là, tout d'un coup, t'es plus payé, machin, puis t'appelles, machin, il se passe rien, tu dis qu'est-ce qui se passe, t'attends, machin, tout l'été, puis on dit rien, puis enfin, tu comprends que finalement, bah, il y a plus Squeak, donc voilà. Donc bon. Et donc, mon poste, c'est parce que bah, tu dis, bon, allez, c'est pas grave, on va trouver autre chose. Qu'est-ce que je sais faire ? La télé, ok, d'accord. Maintenant, de la restauration, d'accord. Et puis éventuellement, dans le basket, je connais quand même tous les acteurs, les institutions, les machins. Ayant été patron, je sais comment marche une entreprise. Donc, et puis là, tu t'envoies des trucs, machin, tu réponds à des machins, et il ne se passe rien, le néant. Le néant. Pour te donner un exemple, j'ai... Ouais, je peux même pas donner l'exemple parce que c'est dur, quoi. Des trucs où tu envoies un mail le soir sur un poste qui est ouvert, qui te correspond,
Et le lendemain matin, on dit non, mais on discute même pas avec toi, quoi. Et là, tu dis, ah bon, d'accord, ok, bon. Juste, mais après, tu vois, c'est lancé, quoi. T'as 5-6 mecs qui sont en lice. Si c'est un autre mec, c'est la vie, quoi. Mais juste au moins, si on peut discuter. Donc voilà, c'est ce que j'ai expliqué. Et t'as eu envie de l'extérioriser, quoi. Dans ce truc. Oui, quelque part, parce que je me dis. Enfin, c'est comme je suis, quoi. Tu vois, je suis. Je vais pas dire sans fil, parce que je contrôle quand même ce que je dis, mais. Je pense que la sincérité, je suis un utopiste, j'ai espoir que la sincérité paye toujours. Et là, pour le coup, ça m'a complètement dépassé parce que je me disais, bon, bah, au moins, dans cet océan d'autosatisfaction qu'est LinkedIn, j'ai le plaisir de vous annoncer que je suis en charge, je suis CEO de machin, de truc. Là, il y en a des DA et des directeurs artistiques et des CEO. J'en ai jamais vu autant. Et là, toi, tu dis, bah, écoutez, bah, voilà. Et en fait, c'est que tu te rends compte que c'est pas aussi merveilleux que ça, que ça a touché plein de gens de 50 balais comme moi, plein de gens qui galèrent, etc. Et au moins, ça m'a permis d'avoir à nouveau pas mal de pistes. Mais la plupart des pistes que j'ai sont des pistes dans l'hôtellerie-restauration. Ce matin, je suis avec vous et cet après-midi, j'ai mon premier entretien d'embauche. Je vais dire depuis je sais pas combien de temps, en fait c'est peut-être même de ma vie, parce que je suis pas sûr d'avoir déjà passé un entretien d'embauche, de quelqu'un qui a vu mon truc et qui demande à me rencontrer, et c'est un très grand groupe de restauration sur Paris. Et j'ai tellement kiffé notre aventure dans l'hôtellerie-restauration que je sais, parce que moi je pense qu'on est sur Terre pour vivre des émotions, je sais que je serais capable de revivre des émotions. Même si c'est plus dans le basket, parce que je vais pas au bout d'un moment me rouler par terre en disant je fais plus de basket, quoi. C'est juste la vie, quoi. Tu parles de basket, mais t'es un homme de télé aussi. Ça te manque la télé? Ou c'est le basket qui te manque? Les deux, parce qu'en fait, moi, ce que j'aime, c'est raconter des histoires. D'être chroniqueur maintenant, il y a n'importe quelle émission, il y en a 10 000 d'émissions, il y a des chroniqueurs, machin. Ton rôle quand tu es chroniqueur dans une émission, c'est de raconter des histoires et de faire partager ça aux gens. Voilà. Et que les gens, ils kiffent de pouvoir entendre cette histoire, machin, parce qu'elle sera bien racontée et tout ça. Donc oui, bien sûr, ça manque un petit peu. Mais enfin, c'est pas... Voilà, c'est comme ça. Tu aurais aimé être dirigeant dans un club? En charge, comme ça? Ouais. Aussi, bien sûr. Bien sûr. Tu as pensé, tu as déjà eu des opportunités dans ta vie? Dans ta carrière? J'ai essayé j'ai au moins lancé des messages, tu vois, en disant voilà, j'aimerais bien. Mais après je comprends aussi. Et la télé, c'est un tout petit milieu. Donc quand on est sorti, c'est compliqué de revenir. On va pas forcément penser à toi. Donc pour le coup, au moins avec le LinkedIn, moi j'ai des gens de télé qui ont dit ah putain c'est trop con, des gens que je connais, tout ça. J'avais pas pensé à toi et tout ça. Mais voilà, au moins ça permet de remettre un voilà. Et dans le basket aussi. Et là c'est plus pour moi je veux à tout prix vivre et de vivre une nouvelle aventure en mêlant ma passion du basket et puis ma connaissance d'une entreprise, tout ça, le management, les charges, enfin tout ça. Je trouvais que c'était plutôt, ça me ferait bien kiffer. Voilà, mais bon, c'est pareil. Il y a très peu de postes. Enfin, je veux dire, c'est pas personne ne t'attend, quoi. Même si j'ai une vie riche, il n'y a pas un club qui va dire ah bah tiens, toi dégage, on va prendre. Ça n'a pas de sens. Il faut aussi qu'il y ait une opportunité ou quoi que ce soit. Donc je comprends la situation telle qu'elle est. Voilà, il n'y a pas 10 000 postes de chroniqueur télé, il n'y a pas 10 000 postes de directeur général ou GM dans le basket. Par contre, il y a 10 000 postes dans l'hôtellerie-restauration. Donc voilà. Mais... En tout cas, nous, on est content de t'avoir eu parce qu'on voulait revenir sur toutes ces carrières. On a grandi avec toi. Et je ne sais pas si c'est fini pour toi ou le basket et la télé. Je ne te le souhaite pas, évidemment, parce que c'est le plus beau métier du monde. Mais par contre, tu le sais, c'est une question, mais c'est une affirmation en même temps, que tu es la voix du basket français. Et ça, pour l'instant, il n'y a personne d'autre qui a pris ce relais-là. Oui, ça me touche. Mais oui, ça veut dire que après, le fil de la vie fait que faut pas non plus... Mais oui, ça veut dire que t'as laissé un peu une trace et que t'as un peu touché les gens.
Voilà. Mais après, c'est, j'ai eu de la chance. J'ai eu de la chance. Il en faut toujours. Oui, j'ai eu de la chance d'être au bon endroit au bon moment. Il y a plein de gens qui ont beaucoup de talent, s'ils n'ont pas la chance de machin, ou il y en a qui ont de la chance, mais s'ils n'ont pas le talent, ils ne vont pas durer. Donc, moi, je pense que je vais avoir un peu de talent pour faire ce que je faisais, mais j'ai eu aussi beaucoup de chance d'être au bon endroit au bon moment, accompagné par les bonnes personnes. Quand Bruno Poulain m'a recruté à l'époque à Eurosport, et après, ça s'est enchaîné. Et oui, je peux être au moins un peu heureux et apaisé si jamais ça ne repart pas, de me dire que putain, je me suis quand même vraiment bien éclaté, j'ai partagé des trucs fous avec plein de gens, donc je peux être à peu près apaisé, c'est ça. Mais moi je vais te le dire, tu peux, parce que je crois que... je pense que j'ai encore à donner. Oui, bien sûr. Et moi je compatible. crois aussi qu'en 2025, il n'y a plus aucun journaliste aujourd'hui qui va s'installer pendant 20 piges comme tu as pu le faire. Ouais, peut-être. C'est la réalité, c'est la réalité du métier. Voilà, et c'est vrai que on en a un petit peu parlé. Les conditions de travail ont vraiment changé. Alors c'est peut-être aussi pour ça que je trouve pas, parce qu'on dit oh là, Cosette, il va nous demander 10 000 € par match. Mais non, et moi je viens de 5. Moi je non, mais non. Tu veux que je te dise Je rigole. Non, mais tu veux que je te dise je serais capable de payer, sans exagérer. Ah mais ça faut pas le faire parce que tu niques tout le système. Tu niques tout le système. Si tu commences à payer toi parce que tu as les moyens pour commenter, les pauvres gamins qui veulent prendre 300 balles par match, dont je fais partie, on va plus faire le poids. Donc c'est pas mon métier de dire tu le fais pour oui, mais je comprends l'idée. On sait que les conditions aussi ont changé et la question c'est de savoir si tu commentes jusqu'où tu es capable d'aller, et ça pour moi c'est vraiment un truc très très important, pour vivre de ta passion. Et en fait, quand on voit que tout a changé, moi, la première époque que j'ai vécue, c'est commenter tous les matchs à l'étranger en Euroleague. Ensuite, c'est un peu baissé, c'était seulement les matchs les plus importants commentés sur place à l'étranger. Ensuite, ça a encore baissé. Il n'y avait plus de matchs commentés sur place à l'étranger, tu commentais que quand c'était en France sur place. Après, ça a encore baissé. T'es plus sur place en France, t'es en cabine en France. Ok, d'accord. Et après, ça a encore baissé. T'es plus en cabine en France. T'es chez toi. T'es chez toi avec l'ordinateur sur les genoux. Et c'est vrai que quand t'as vécu, parce que tu fais ce métier pour rencontrer les gens et tout ça, c'est vrai ça perd de son intérêt, bien sûr. C'est vrai que c'est un peu difficile. Et moi, tu vois, c'est... commenter avec l'ordinateur sur les genoux, c'est comme si tu faisais l'amour tout seul dans tes toilettes. C'est-à-dire que sur le coup, tu as une petite satisfaction, mais sur le fond du truc, c'est quand même très très triste. T'es pas fier quand tu sors. T'es tout seul. T'es tout seul avec ton ordi sur les genoux. Tu fais pas ce métier pour ça, quoi. Vaut mieux que ce soit les premiers émois, quoi. C'est sûr. Après 35 ans de carrière. Voilà. Steph, par exemple, refuse de commenter de chez lui. Je pense qu'il a raison. Moi, je l'entends. Nous, on l'a fait au début parce qu'on était dans une autre réalité. On l'a beaucoup fait pour une autre réalité. C'est-à-dire que tu n'as même plus le lien avec ton consultant. C'est-à-dire que tu es chez toi, ton consultant est chez lui, tu ne te vois même pas. Donc tu sais aussi, parce que ça devient l'uberisation de la production, c'est que ce sera impossible de mettre ton produit en valeur. Et donc en fait, tout le monde est perdant. Maintenant, on est en dessous de la ligne de flottaison, vraiment, et tout le monde est perdant. Les mecs qui sont là pour officier, tu peux être le meilleur du monde, tu seras pas bon, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Moi, si je commande dans mon salon avec l'ordi sur les genoux, c'est pas parce que je ferai du boudin, parce que je suis... Non, c'est juste que je ne pourrais pas, même avec la meilleure volonté du monde, être bon. Le consultant non plus. La complicité entre les deux, le néant. Et derrière, si tu fais ça, le diffuseur, celui qui a payé pour avoir quelque chose, il va se dire, bon, je fais, ok, c'est bon, j'ai économisé, machin, mais ce sera pas bon. Et tout le monde sera perdant. Et celui qui détient les droits, la Fédé, la Ligue, qui a laissé ça, il va regarder, il va voir que le produit est pas bon. Et jusqu'où ça va aller, quoi. Bonne question. J'espère qu'on est dans le fond et qu'on va rebondir, c'est ce qu'on dit. Oui, non mais... c'est bon, on a vécu quand même des derniers mois où on a eu la chance plein de fois d'être sur place. Ça fait longtemps qu'on n'a pas été sur place. Hein. Et le paradoxe ultime, pour finir peut-être, c'est que ça arrive à une période où jamais on a gagné autant de médailles en club, en équipe nationale, les garçons, les filles... Jamais. Moi, j'ai vécu des matchs où j'allais avec mon Clar, on allait à l'étranger, on savait qu'il y aurait 20 points d'écart à la mi-temps et 30 à la fin.
et que les clubs français ne passaient jamais le premier tour. Là, tu vas au Final Four, t'es au Final Four un an sur deux quand même avec Monaco. T'as Villeurbanne qui joue dans une salle de 10 000 qui existe, machin. T'as des stars, mais il y a 10 ans, t'aurais jamais rêvé voir les noms qui sont dans le championnat de France. Il y a le Paris Basketball il y a enfin une équipe à Paris installée. Qui ont construit quelque chose d'exceptionnel en très peu de temps. D'exceptionnel ce qu'ils ont fait. Enfin, c'est dingue. T'as 3 clubs français en Euroleague. T'as des joueurs, t'as des numéros 1 de draft. On t'aurait dit il y a 10 ans, tiens, demande au père de Zachary Rizaché, Steph, qui aurait dû jouer en NBA, mais qui a jamais joué en NBA. Enfin, tu vois. Et donc, tous les signaux sont vert. Et le traitement, c'est quoi? Waouh. Il n'y a pas d'économie pour l'instant. Sûrement qu'il n'y a pas d'économie. Mais après, ça coûte trop cher de produire un match. Trucs qui te rassurent. Le fait que le groupe TF1 rachète les équipes de France. Mais c'est merveilleux. C'est pas sur place. Hein. Non. Oui, mais pour l'instant, c'est un début. C'est un début. C'est un premier pas, mais c'est un premier pas. C'est pour ça que quand je dis que moi, je serais allé sur place si les filles en demi-finale étaient passées contre l'Espagne. Me lance pas, me lance pas. Le sujet avec le rendez-vous l'année prochaine. Définitivement, il y a rendez-vous zéro l'année prochaine. Non, mais il y a des lueurs d'espoir quand tu vois qu'effectivement le groupe TF1 prend les matchs de l'équipe de France. Tout à fait. Mais faudra que Wembanyama il fasse toutes les campagnes. Ce serait bien parce que TF1, s'ils ont pris ça, c'est parce que Wembanyama. Donc s'il lui dit là je peux pas, là j'ai mal au pied, là j'ai mal à machin et tout ça, et qu'il vient jamais, ce sera compliqué. Et il a montré qu'il était attaché à l'équipe de France, donc on peut imaginer que les championnats du monde et les JO, voilà. Mais même tout va bien. En tout cas, quand je te dis que tu as vécu l'âge d'or, mais tu le sais, et peut-être qu'en parlant avec une nouvelle génération de journalistes, où on a commenté dans nos cuisines et dans notre ensemble et tout, tu as vécu l'âge d'or. Ouais. Moi, quand j'ai voulu faire ce métier aussi, c'était parce que je voulais être dans les salles. Alors j'ai la chance, on a eu la chance de le faire, mais on a aussi connu ce nouveau truc qui est un peu spécial, mais quand t'es passionné, que t'as envie de bouffer, des fois t'es obligé de faire ça. David, c'était passionnant de t'avoir, on est ravis. En plus, on va pas se mentir, c'est en voyant ce posting qu'on s'est dit, mais attends, David, faut qu'il vienne, il y a tellement de choses à raconter, il fait partie de l'histoire aussi médiatique du basket français, donc c'était très bien de t'avoir. Et puis merde pour ton entretien d'embauche. Voilà, et tout va bien. Hein, oui. Voilà, y a pas de... on l'a bien vu. Tout va bien là. Belle chemise blanche, beau teint allé. T'es beau comme ça en même temps. T'es beau comme tout. Merci David. Merci les gars.